Oui, effectivement, vaste programme, un tout petit peu trop vaste, et donc je vais essayer pendant cet exposé surtout de faire passer des principes en les illustrant d'exemples, mais pour chacun de ces principes, en fait, on dispose d'un grand nombre d'exemples. Ce que je voudrais essayer, c'est de faire ressortir justement les choses essentielles. Alors, la régulation génomique, le premier, l'article historique concernant la régulation des gènes, le fait que les gènes soient régulés, c'est évidemment l'article de Jacob et Monod sur l'opéron. À l'époque où ils ont publié leur article, ils soulignaient, ils ne connaissaient pas le mécanisme précis, le mécanisme moléculaire était inconnu. À l'époque d'ailleurs, ils pensaient que c'était essentiellement l'ARN qui jouait le rôle de répresseur. On a démontré ensuite qu'en fait c'était une protéine. Mais ce qui est fondamental dans leur article, c'est d'une part qu'ils démontrent l'existence d'une répression, d'une régulation négative de l'expression des gènes, et surtout, ils font déjà remarquer à l'époque que ce contrôle négatif est impliqué dans une rétroaction. Alors, le modèle revu à l'heure actuelle peut être schématisé de la façon suivante. L'opéron LAC code pour 3 protéines, dont l'une va métaboliser le lactose et l'autre est la perméase au lactose. Et quand il y a du lactose dans la cellule, le lactose pénètre, est métabolisé et il inhibe le répresseur. Par contre, en absence de lactose, le répresseur inhibe l'opéron et donc les enzymes qui participent à l'utilisation du galactose et à son incorporation dans la cellule ne sont pas produites quand la cellule n'en a pas besoin. Donc c'est le premier modèle de régulation. À l'époque, Jacob et Monod pensaient que ce modèle était assez général parce que les deux modèles suivants où on a démontré l'existence d'une régulation étaient tous basés également sur une répression. Et donc Jacob, dans un article qu'il a écrit quelques années après, dit qu'une erreur qu'ils avaient commise, c'était de penser qu'au même titre que toutes les Anglaises sont rousses, toutes les régulations passeraient par de la répression. Et on a démontré ultérieurement que, par 3 travaux que cite notamment Jacob dans cet article, qu'il existait aussi un contrôle positif de l'expression. Alors ça nous donne 2 types d'interrupteurs en fait, donc on peut effectivement qualifier d'interrupteurs moléculaires ces répresseurs ou ces activateurs transcriptionnels, mais le véritable interrupteur n'est pas tellement l'activateur ou le répresseur transcriptionnel, ce qui est absolument essentiel dans tous ces systèmes de régulation. Ce qu'on observe à travers l'évolution, c'est des boucles de rétroaction, et en particulier, ce qui joue le rôle réel d'interrupteur moléculaire, c'est la boucle de rétroaction positive. Alors une boucle de rétroaction positive, vous avez un schéma ici qui vous montre différents exemples schématiques de boucles positives. C'est une boucle qui peut impliquer 1, 2, 3 ou un plus grand nombre de gènes, mais la caractéristique, c'est que chaque gène agit directement ou indirectement sur sa propre expression. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Et on la qualifie de positive dès le moment où le nombre d'interactions négatives dans la boucle est pair ou nul. Donc ici, le deuxième exemple, c'est une boucle d'interaction qui n'est basée que sur des interactions négatives, que j'ai représentées en rouge. Néanmoins, la boucle en elle-même est positive parce qu'elle comporte 2 interactions négatives. Et donc l'effet net de chaque molécule sur elle-même va être positif, parce que moins par moins fait plus. Et dans le modèle de l'opéron que j'ai représenté ici, j'ai mis en grisé les parties qui ne font pas partie de la boucle, et on voit ici une boucle négative qui est constituée par le répresseur et la bêta-galactosidase. Et on voit une autre boucle négative qui est imbriquée, dans laquelle est imbriquée la première, et qui passe aussi par le répresseur, et on voit que ces 2 boucles comportent chacune 2 éléments négatifs. Alors, quel est l'effet de ces boucles-là? Eh bien, c'est que quand la cellule est cultivée en absence de lactose, le répresseur est actif et il réprime l'expression de l'opéron. Dès le moment où il y a du lactose dans le milieu, le répresseur est inactivé, la synthèse n'est plus bloquée, elle est déréprimée, et la cellule métabolise le lactose. On a donc 2 états, et ces 2 états sont stationnaires. En fait, une fois que la cellule est engagée dans l'un de ces états-là, tant que la concentration en lactose du milieu ne change pas, elle reste dans cet état. C'est donc une sorte de verrou logique qui est exercé sur l'expression des gènes. Un autre type de boucle qui est très important pour la régulation, c'est les boucles négatives. Alors, par symétrie avec ce que je viens de dire, ce qu'on qualifie de boucle négative, c'est une boucle de rétroaction dans laquelle le nombre d'interactions négatives est impair. Et ces boucles-là, en fait, sont impliquées dans tous les mécanismes d'homéostasie. C'est des boucles qui ont pour caractéristique que chaque élément agit négativement sur son propre contrôle, et donc dès le moment où sa concentration ou son activité augmente, il va lui-même s'inhiber, et par contre, si sa concentration diminue, puisqu'il n'y aura plus d'inhibition sur sa production ou sur son activité, ça va le réactiver.
Et donc, on va osciller autour d'un état d'équilibre. Chaque fois qu'on s'en écarte, on va y être ramené. Un exemple parmi d'autres de boucles négatives, on en trouve énormément dans le métabolisme, en particulier dans toutes les voies biosynthétiques. Ici, je vous ai montré la voie biosynthétique de la méthionine chez Escherichia coli. Chacune des étapes de la voie métabolique est catalysée par une enzyme, et les gènes qui codent pour ces enzymes sont réprimés de façon centrale par un répresseur qui s'appelle le répresseur de la méthionine et qui est codé par le gène MEG. En fait, ces enzymes ont pour effet de produire de la méthionine qui est convertie en adénosylméthionine. Une fois que l'adénosylméthionine est présente, elle va activer le répresseur, et l'activation de ce répresseur, en fait, a un effet de boucle négative, c'est-à-dire que dès le moment où le répresseur est là, il va inhiber cette enzyme-là, et on va bloquer la synthèse, et donc on va arrêter de produire la méthionine. Donc ici, on voit une boucle d'interaction, où il y a une seule interaction négative, et ça, c'est une boucle négative. Mais on voit aussi dans le schéma qu'il existe des boucles d'interaction négatives qui ne passent pas par MET-L. Il y a aussi une boucle d'interaction négative ici, une autre passant par MET-B, une autre passant par MET-C, etc. Donc il y a une dizaine de boucles d'interaction négatives dans ce schéma, mais elles sont imbriquées les unes dans les autres et elles ont toutes l'effet de renforcer l'homéostasie, le maintien de la méthionine et de l'adénométhionine à un niveau constant dans la cellule. Alors, on peut aussi comparer dans d'autres organismes et voir à quel point ce que je viens de dire est général. Et la biosynthèse de la méthionine est particulièrement intéressante parce que entre la bactérie Escherichia coli et les eucaryotes, et dans ce cas particulier la levure Saccharomyces cerevisiae, la voie est partiellement conservée, mais on observe aussi une divergence dans la façon d'incorporer le soufre. Et en fait, chez la levure, on a donc une voie qui est assez similaire, avec une grande partie d'enzymes qui sont homologues à celle de coli, et les enzymes sont aussi régulées à un niveau central, principalement par MET4, qui est un facteur transcriptionnel, mais cette fois-ci, le régulateur n'est plus un répresseur, comme on l'avait vu pour MEG, mais un activateur transcriptionnel. Néanmoins, l'adénosylméthionine, au lieu d'activer le répresseur, comme chez la bactérie, va inhiber l'activateur. Et donc l'effet net est le même, en fait. On va avoir une régulation qui est basée sur des acteurs moléculaires complètement différents et sur des interrupteurs qui sont, dans un cas, un répresseur, dans l'autre, un activateur, mais qu'on ait un répresseur activé ou un activateur inhibé, l'effet net est le même, c'est qu'on se retrouve avec une série de boucles de rétroaction imbriquées, et donc ça garantit l'homéostasie. Tout ce travail sur les boucles a été généralisé par une analyse mathématique depuis 1973 par René Thomas, qui a systématiquement commencé à analyser le comportement de petits réseaux qu'il modélisait de façon mathématique avec un formalisme booléen, et puis un formalisme discret, et plus récemment avec un formalisme continu, et où il a démontré non seulement effectivement que les éléments moteurs de la dynamique des réseaux étaient ces boucles, mais en plus que non seulement c'était les moteurs, mais que leur présence est nécessaire à ces comportements. Et en particulier, il y a eu 3 démonstrations mathématiques qui ont montré que pour obtenir de la multistationnarité, il était nécessaire d'avoir des boucles positives dans un système. Alors tout ce que je viens de vous montrer jusqu'ici est basé sur des cas relativement simples de régulation du métabolisme bactérien. Dès le moment où le modèle de l'opérant a été publié, il y a eu un tas de spéculations au début, et puis qui se sont converties en vérifications, en hypothèses, et puis en hypothèses vérifiables et puis vérifiées, selon lesquelles des mécanismes similaires pouvaient également agir dans la formation des organismes supérieurs, dans la morphogenèse, dans la formation de l'organisme à partir de l'embryon. Et donc, dans la deuxième partie de cet exposé, je vais vous montrer comment ces mécanismes interviennent dans la formation d'un organisme qui a été le plus étudié du point de vue de la génétique du développement, ou en tout cas un de ceux qui ont été le plus étudiés, c'est la drosophile. Et j'ai repris ici le nom gène architecte d'exposé suivant. Alors je ne vais pas du tout entrer dans les détails, puisque vous allez avoir sans doute beaucoup plus de détails dans l'exposé suivant, mais je voudrais uniquement poursuivre mon point en vous montrant l'importance des boucles de rétroaction dans les mécanismes de morphogénèse, de développement embryonnaire également. Alors la drosophile, c'est une mouche qui ressemble à beaucoup d'autres mouches, sauf qu'elle a la faveur d'un grand nombre de généticiens. C'est une mouche qui fait 2 mm de long. Et en fait, si vous observez le corps d'une drosophile, vous reconnaissez des structures qui vous sont vraiment familières, avec une tête, un thorax, un abdomen segmentaire. Le thorax aussi est segmenté. La tête a l'air de former un bloc, mais embryologiquement, elle provient de segments. Et la grande question qui anime l'embryologie depuis ses débuts est de savoir comment un organisme peut
arriver au cours du développement de l'embryon à une forme aussi reproductible d'un individu à l'autre de la même espèce à partir d'une cellule unique. Comment les rôles se partagent-ils entre les cellules, de telle sorte qu'à la fin de l'embryogénèse, et ici à la fin de la métamorphose, on va avoir un organisme avec des yeux ici, des ailes ici, un abdomen segmenté, etc., et tout ce qu'il faut bien en place pour être heureux dans la vie. Alors, ça, c'est des travaux qui ont été, les travaux qui ont apporté les premières réponses à cette grande question ont été menés d'une part par l'équipe de Nusslein Vollard et Eric Wischhaus, qui ont travaillé sur le développement de l'embryon de drosophile, et d'autre part par Ed Lewis, qui a travaillé sur la spécification de l'identité segmentaire, et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, au tout début de l'embryogénèse, au moment où on a une cellule unique, le zygote, en fait, au moment même de la genèse de l'œuf, la mère dépose dans l'œuf des ARN qui vont se coller soit dans la partie antérieure de l'œuf, soit à la partie postérieure de l'œuf, et ces ARN ultérieurement vont commencer à diffuser et donc à former un gradient antéro-postérieur dans le cas de bicoïde et un gradient postéro-antérieur dans le cas de nanos. Ces gradients vont servir de jalon en fait, et ces ARN commencent à s'exprimer plus tardivement chez l'embryon, et au moment où ils commencent à s'exprimer, les produits de leur expression, les protéines qu'ils produisent, sont des facteurs transcriptionnels qui vont eux-mêmes activer d'autres gènes, des gènes qu'on appelle les gènes GAP. Et notamment, le gène Krüppel est exprimé dans la région intermédiaire de l'embryon, qui est celle où la concentration est la plus basse de bicoïdes et de nanos. C'est un gène qui est réprimé par bicoïdes et par nanos. Au contraire, ici, on voit que le gène GIANT est exprimé dans les parties antérieure et postérieure de l'embryon, mais pas au milieu. Et il y a une série d'autres gènes comme ça qui ont été caractérisés par Nusslein Vollard et Eric Wischhaus et qui s'expriment en grosses tranches dans l'embryon. Donc, à partir du premier gradient, du premier jalon, on va segmenter, c'est le début d'une segmentation, l'embryon en le saucissonnant en 2 ou 3 grandes parties. Ensuite, ces gènes-là activent l'expression d'autres gènes qui s'expriment dans un segment sur 2. Donc, on les a appelés pour cette raison les gènes pair-rule. Et donc, on a un raffinement déjà du pattern. À partir des grosses tranches qui découpent l'embryon en 3 ou 4 parties, on voit maintenant qu'on commence à dessiner les segments. Et il y a tout un groupe de gènes qui s'expriment soit dans les segments pairs, soit dans les segments impairs. L'étape suivante est que ces gènes pair-rule vont eux-mêmes activer un groupe de gènes qu'on appelle segment polarity et qui s'expriment dans des demi-segments. Et donc, on voit bien la logique de ce système-là qui est de diviser pour régner, de subdiviser progressivement l'embryon en zones de plus en plus restreintes, et ces zones de plus en plus restreintes en fait vont acquérir ce qu'on appelle une identité, elles vont être engagées dans une voie de détermination particulière. C'est assez bien schématisé ici, et sur ce schéma-ci, donc je reprends, qui est tiré d'un excellent livre de Sean Carroll, je reprends ici ce schéma montrant les différents niveaux successifs de cette segmentation, mais ce qui est important aussi, c'est que Sean Carroll ici a résumé les réseaux d'interaction génétique. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'à chaque niveau intervient un module de régulation composé d'un groupe de gènes particulier à ce niveau-là. Alors, ce qu'on observe aussi, et ça c'est assez important, c'est que chaque niveau, non seulement gère ses propres interactions internes, mais aussi active ou réprime les gènes du niveau ultérieur. Ceci a été aussi modélisé par le disciple de René Thomas, Denis Kieffry, qui travaille depuis une douzaine d'années sur la modélisation mathématique du développement de la drosophile. Et en fait, j'ai réalisé en préparant cet exposé que si on reprend ses travaux depuis 1997, il a successivement modélisé l'établissement du gradient dorso-ventral, dont je ne vous ai pas parlé, et ensuite le rôle des gènes GAP, donc ceux qui font les toutes grosses tranches dans l'embryon, ensuite les pair-rule, qui s'expriment dans un segment sur 2, et ensuite les segment polarity. Et donc, au terme de ces 12 ans de collaboration qu'il a eu avec Lucas Sanchez, qui est un drosophiliste espagnol, il a successivement modélisé les différents niveaux de cette cascade de gènes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette modélisation? Eh bien, notamment, ça a confirmé l'idée, ça a confirmé l'observation, mais ça a surtout mis en avance l'importance de ces boucles de rétroaction en montrant qu'à chacun de ces niveaux-là, l'engagement des cellules dans une voie de différenciation particulière était en fait géré par des boucles de rétroaction positives. Donc, au sein de chaque module, il y a des mini-réseaux, des réseaux composés de quelques gènes qui comportent, dans tous les cas, des boucles de rétroaction positives. Par contre, d'un module à l'autre, il y a une hiérarchie. Les modules qui définissent les segments les plus vastes vont activer ou réprimer les gènes qui vont définir les segments de plus en plus raffinés.
Et il y a donc des interactions entre les gènes des modules supérieurs qui vont des gènes des modules supérieurs vers ceux des modules inférieurs, mais il n'y en a aucune qui remonte vers les modules supérieurs. Alors, une fois que l'embryon a été saucissonné de la sorte, l'étape suivante est de différencier les différents segments. Et ça, c'est justement les travaux notamment de Ed Lewis, mais aussi de Walter Gehring, qui ont vraiment fait progresser la science concernant cette spécification de l'identité segmentaire. Et notamment, on a isolé toute une série de gènes qui s'expriment de façon différentielle dans ces segments. Et l'expression de ces gènes va donc définir dans l'embryon de drosophile des régions qui correspondent à l'abdomen, au thorax, à la tête, et même plus précisément à chacun des segments de ces grosses régions. On a aussi des mutants qui démontrent que ces gènes ont non seulement une expression localisée dans des régions, mais que cette expression est effective pour déterminer les cellules à s'engager dans une voie particulière. Et notamment, la plus célèbre de ces mutations, c'est les mutations du complexe thorax-ultrabithorax. Et ici, vous voyez une drosophile sauvage. C'est un diptère, et comme tous les diptères, elle a 2 ailes et 2 haltères. Et chez le mutant thorax-bithorax, on voit une transformation, qu'on appelle transformation homéotique, où en fait, à la place d'avoir un mésothorax portant des ailes et un métathorax portant des haltères, on a 2 structures qui sont toutes les 2 mésothoraciques. Alors on pourrait dire, tiens, il y a une transformation des haltères en ailes, ce que j'ai marqué ici entre guillemets. En fait, c'est plutôt l'inverse. L'action des gènes bithorax et ultrabithorax est de transformer une structure ancestrale qui est composée de 4 ailes, comme quasiment tous les insectes ailés, en une structure où la seconde paire d'ailes est transformée en haltère, ce qui fait la caractéristique des diptères. Et en fait, chez le mutant, on perd cette transformation et on retrouve le type ancestral. Alors, les gènes OX, en fait, ont été étudiés chez la drosophile, mais Walter Gehring a démontré qu'en fait, on trouvait les mêmes gènes dans les génomes des organismes supérieurs, et notamment la souris, l'humain, etc. Et ces gènes sont également impliqués dans la spécification de l'identité segmentaire. Et je ne pourrais pas montrer d'exemple, mais vous en aurez sans doute plus tard. C'est ces gènes-là qui sont impliqués dans la différence entre, par exemple, les différents segments de notre colonne vertébrale et le fait que certains portent des côtes, d'autres non, etc. On a donc un mécanisme qui est basé sur un complexe de gènes. Alors, ce qui est assez fascinant aussi, c'est que l'organisation topologique de ces gènes a été conservée des invertébrés aux vertébrés. La succession des gènes sur le génome a été conservée. Il y a vraiment un verrouillage de leur ordre relatif qui est sans doute lié à des contraintes sur les éléments de régulation. Alors la dernière étape de l'évolution dont je vais vous parler, c'est une fois qu'on a spécifié l'identité des différents segments, c'est la détermination du rôle particulier d'une cellule ou d'une autre. Et ça, je vais l'illustrer avec les gènes qui sont responsables de la formation de ce pattern de soie, ce qu'on appelle les poils de mouche. Mais en fait, chacun de ces poils est une soie sensorielle qui est innervée par un neurone qui rejoint le système nerveux central et qui permet à la mouche de répondre très rapidement à des stimulations, de sentir le contact, de sentir le vent, etc. Et en fait, on dispose de mutants depuis les années 1930, qui provoquent une perte totale ou partielle de ce pattern d'organes sensoriels. Et ce qui est plus important, c'est qu'un gain de fonction de ces gènes-là, EKIT et SKIOUT, provoque un excès de soie sensorielle. Et donc, c'est des gènes qui aussi agissent comme des interrupteurs, c'est-à-dire si le gène est absent, les soies sensorielles ne se forment pas. Par contre, s'il est surexprimé ou exprimé à des endroits où normalement il ne s'exprime pas, on observe des soies ectopiques ou additionnelles. Alors, on a disséqué la région génétique correspondant à ce complexe. En fait, il s'agit d'un complexe formé de 4 gènes. Les 4 gènes codent pour des facteurs qu'on appelle proneuraux parce qu'ils promeuvent la différenciation des cellules sensorielles, des cellules neurales. Et en fait, ils interviennent à la fois pour le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et ces gènes s'expriment d'une part pendant l'embryogénèse et d'autre part pendant la métamorphose. Ils s'expriment dans des tissus qu'on appelle les disques imaginaux qui vont donner naissance à la structure adulte. Ici, vous voyez le tissu dont cette partie-là, le disque imaginal, dont cette partie-là va former le mésothorax et cette partie-ci va former l'aile. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des groupes de cellules où les gènes EKIT, SKIOUT s'expriment et chacun de ces groupes de cellules va donner naissance à une ou deux soies. Vous voyez ici très bien une double rangée de cellules qui expriment ces gènes et qui vont en fait donner la marge de l'aile où on voit aussi une rangée de soies sensorielles. Alors, la manière dont ce pattern extrêmement précis est mis en place pendant la croissance de ce tissu, de ce disque imaginal,
c'est par l'action dans une région de 100 kilobases d'une série d'éléments de régulation auxquels se fixent des facteurs transcriptionnels et qui vont activer l'expression dans des tâches de gènes, comme ça, enfin dans des tâches de cellules, pardon, dans des groupes de cellules qui vont donner des organes sensoriels. À cet endroit-ci aussi, on observe une boucle positive parce qu'en fait, les gènes et KIT et SCUT activent leur propre expression. Et ça a une fonction en fait d'une part de renforcement de l'expression. Dans certaines cellules du groupe qui expriment les gènes et KIT SCUT, il y a un renforcement et ces cellules émergent et vont former la cellule mère d'organes sensoriels. Mais il y a aussi un rôle de maintien dans le temps. C'est-à-dire que dès le moment où cette boucle est effective, même si les gènes qu'on appelle de pré-paterne et qui avaient activé initialement l'expression dans ces grandes zones ici, même si ces gènes-là ne s'expriment plus, la détermination des cellules se poursuit parce que EKIT suffit à son propre maintien. Alors le dernier mécanisme pour la spécification de ces organes sensoriels, c'est le choix parmi un groupe de cellules voisines qui expriment ce gène d'une seule cellule qui va devenir la cellule mère d'organes sensoriels. Et ici aussi, on a des mutants. Par exemple, ici, vous voyez une photo d'un mutant delta. Et à la place de certaines soies, vous voyez qu'on a des touffes de soie. Et ça veut dire que dans le disque imaginal, à l'endroit où on a un groupe de cellules ici, qu'on appelle le groupe proneural, au lieu d'isoler une ou deux cellules qui vont donner un organe, toutes les cellules se différencient en soie sensorielle. La raison pour laquelle chez le mutant delta, toutes ces cellules se différencient, c'est qu'on a cassé une protéine qui était impliquée dans un mécanisme de signal intercellulaire et qui fait qu'on appelle l'inhibition mutuelle. Les cellules du groupe proneural, bon ici j'en ai présenté deux, mais elles peuvent faire une dizaine à une trentaine de cellules, ont toute la propriété d'activer un signal qui va avoir pour effet d'inhiber l'expression des gènes proneuraux chez leurs voisines. Et donc il y a une compétition, c'est un mécanisme d'inhibition compétitive entre chaque cellule et ses voisines. Et si une cellule, à un certain moment donné, exprime un tout petit peu plus ce gène proneural, elle va exprimer de manière plus forte le signal qui va activer le récepteur, qui va réprimer de manière plus forte l'expression chez ses voisines. Et donc n'importe quelle petite disparité initiale va se traduire en l'émergence d'une cellule et en l'inhibition de toutes ses voisines. Je ne sais pas combien de temps il reste. 5 minutes. Alors je vais pouvoir aborder la dernière partie que j'avais mis en option. Donc jusqu'ici, ce que je vous ai montré, c'est essentiellement des résultats de la génétique et où on voit bien la logique de ce câblage du vivant et l'importance qu'on retrouve partout des boucles de rétroaction. Concernant maintenant l'analyse des génomes, nous disposons aujourd'hui de plus de 1000 génomes bactériens, d'une trentaine de génomes d'organismes supérieurs. Enfin, supérieur, c'est une question de valeur, disons, de métazoaires, quelques plantes. Et le fait de disposer de ces génomes ne veut pas dire qu'on ait décrypté le moindre d'entre eux. En fait, on est très loin d'avoir décrypté un seul génome. Par contre, même en étant très très loin d'avoir compris comment fonctionnait un génome ou d'avoir compris la fonction de chacun de ces gènes, on peut déjà tirer bénéfice des informations massives dont on dispose. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est étudier la conservation et la divergence des éléments de régulation dans les génomes. Donc ça, c'est le travail qu'on fait dans mon laboratoire, et notamment ici, ce qu'on a fait avec Alejandra Medina Rivera, qui est ici dans l'auditoire, c'est de collecter pour un gène donné, ici j'ai pris le gène MEDB, et ce qu'on fait, c'est qu'on collecte tous ces orthologues chez gamma-protéobactéries. Alors ce que je représente ici, ce n'est pas du tout la région codante de ce gène, c'est la région en amont du gène. C'est celle où se fixent les facteurs transcriptionnels qui sont responsables de la régulation du gène. Et ce qu'on peut constater, c'est que le motif auquel se lie le facteur transcriptionnel MEDJ, dont je vous ai dit qu'il était impliqué dans la régulation de la méthionine, ce motif se retrouve conservé chez Escherichia eruinia salmonella. Il se retrouve aussi chez Vibrio, avec des positions variables. Dans le groupe des entérobactériales, il est conservé, mais la position est parfaitement conservée, en fait. Et puis on voit que chez Xanthomonas, par exemple, on ne trouve pas le motif, mais vous voyez ici que la petite barre noire a une taille quasiment nulle. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des échanges de gènes chez Xanthomonas. Et en fait, le gène MEDB chez Xanthomonas est le deuxième gène d'un opéron. Donc la régulation s'exerce non pas directement sur lui, mais s'exerce sur l'opéron qui est MET-AB. Et donc on trouvera les éléments de MEDJ en amont, non pas de MEDB, mais de MET-A. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une variabilité, en fait. La régulation elle-même varie pas mal. Les gènes, l'ordre des gènes dans les opérons peut changer au cours de l'évolution bactérienne. Les éléments de régulation peuvent changer aussi. Ici, on a un autre cas où il y a quelques bactéries où on ne trouve pas, Legionella, on ne trouve pas de traces de la régulation du gène MEDB par le gène MEDJ. Donc la régulation peut changer, mais
ce qui est conservé, en fait, c'est la réponse à la méthionine. Elle peut être exercée soit avec des organisations d'opérons différentes, soit par des facteurs différents. Il y a 2 facteurs impliqués dans la méthionine chez les bactéries. Chez la levure aussi, j'ai analysé ici les cibles du gène MET4 et d'un autre gène impliqué dans la régulation de la méthionine, MET31, et chez différentes Saccharomyces cétales. Et vous voyez ici que les sites en fait, occupent des positions qui sont parfois un peu conservées entre espèces très proches. Ici, on a plusieurs espèces de Saccharomyces. Mais sinon, d'une levure à l'autre, les sites bougent énormément. Certains gènes sont régulés par MET31, d'autres par MET4, d'autres par des combinaisons à la fois de MET31 et MET4. Et en fait, donc, il y a ce qu'on appelle un turnover. Il y a une mobilité des sites de régulation eux-mêmes. Ce qui compte n'est pas tellement que tel site ou tel site ou tel site soit présent, c'est qu'il y ait 2 ou 3 sites dans la région promotrice. C'est des sites pour un motif très petit, en fait, TCAC, GTGA, donc un très petit motif qui peut apparaître ou disparaître au cours de l'évolution de façon assez facile par le simple jeu du hasard. Et on observe ça assez bien chez la levure par ce turnover des sites. Alors, le fait de disposer de plein de génomes nous permet même d'étudier non seulement la conservation dans des groupes où la régulation est conservée, mais aussi d'étudier la divergence de ces éléments de régulation. Et donc, ça, c'est un travail qui a été mené par Rekins-Janki dans mon laboratoire. C'était son travail de thèse. Et ce qu'il a fait, c'est de découvrir, d'appliquer des algorithmes de découverte de motifs à différents niveaux taxonomiques. Et il découvre ainsi un motif très très conservé chez les gamma-protéobactéries, un autre chez les bêta, un autre chez les alpha-protéobactéries, un autre chez les firmicutes, etc. Et ces motifs qu'on découvre par simple analyse de séquence, dans le cas de l'EXA, donc l'EXA c'est oh, c'est pas Meiji, c'est l'EXA, c'est une erreur ici. L'EXA, en fait, c'est un facteur transcriptionnel qui est impliqué dans la réponse au stress et il s'auto-réprime, en fait. Ce facteur s'active, active ses cibles et dès que sa concentration est suffisante, il s'auto-réprime. En fait, les sites de fixation de l'EXA et ses motifs de fixation varient énormément d'un taxon à un autre. Par contre, ce qu'on retrouve dans tous les taxons, c'est l'autorépression du répresseur. Et donc, l'élément important là-dedans n'est pas tellement la séquence particulière sur laquelle un facteur va ou ne va pas se fixer. Ce qui est important là-dedans, c'est cette espèce de rouage de la boucle de rétroaction négative qui va assurer que le facteur, une fois qu'il a fait son travail, arrête d'être exprimé et arrête donc d'activer aussi ses cibles quand ce n'est plus nécessaire. Le tout dernier exemple sur la diversification, c'est un très beau travail qui a été fait dans le laboratoire de Schoen-Carroll et notamment par Nicolas Gompel et Prudhomme. C'est un travail qui a couvert des années et qui est aussi publié en plusieurs articles. Sur la diversification de la morphogénèse chez la drosophile, et notamment, ils ont disséqué la région en amont du gène yellow. Alors, le gène yellow, c'est un gène, un des tout premiers gènes qu'on a isolé en génétique de la drosophile. C'est un gène dont le mutant est jaune. Donc ici, vous voyez une drosophile, Drosophila elegans, et vous voyez qu'elle a, sur l'abdomen, par exemple, c'est caractéristique, la partie postérieure de chaque segment abdominal est noire. C'est parce qu'elle exprime un pigment. Et le gène qui code pour ce pigment s'appelle yellow. Et on voit aussi une tache caractéristique sur l'aile, et cette tache-là, le wing spot, en fait, est caractéristique de cette espèce-là. Si vous prenez une autre espèce ici, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, Gununcola, en fait, la mouche, d'une part, est tout à fait noire. Elle est tout à fait noire parce qu'elle exprime partout ce gène yellow, sauf qu'elle n'exprime pas le gène dans le spot. Chez un mutant yellow, quand la protéine est affectée, en fait, il n'y a plus du tout d'expression du pigment, ou une expression très très faible, je suppose que ce n'est pas une perte de fonction totale. On le voit dans l'aile, le gène ne s'exprime plus, le pigment est absent de la cuticule. Par contre, un rôle fondamental de la régulation ici, c'est qu'on a une beaucoup plus grande modularité pour jouer sur la fonction des gènes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans le cas de Drosophila gununcola, la perte d'un petit élément de régulation qui fait que le gène ne s'exprime plus dans le spot de l'aile, mais il continue à s'exprimer dans le reste du corps. Un exemple tout à fait lié à l'humain d'un mécanisme de la sorte, c'est pour le gène Duffy, qui code pour une protéine qui est une protéine transmembranaire qui s'exprime notamment dans les globules rouges, mais aussi dans le rein, dans le cerveau, etc. Et en fait, cette protéine-là est une cible pour la malaria. Le plasmodium, en fait, reconnaît les globules rouges en s'attachant à cette protéine-là. Il s'avère que dans les populations humaines sont arrivées des mutations qui ont sans doute inactivé le gène Duffy, mais comme il remplit un tas de fonctions, ces mutations-là ont vraisemblablement été éliminées parce que si on n'a plus la protéine Duffy, on a des problèmes avec le rein, le cerveau et tous les organes où normalement il exerce sa fonction. Par contre, ce qui est absolument frappant du point de vue statistique, c'est que dans les populations ouest-africaines, le gène Duffy est présent, sa protéine est parfaitement fonctionnelle, mais une mutation dans les régions régulatrices
a fait qu'il ne s'exprime plus dans les globules rouges, il continue à s'exprimer ailleurs. Et donc, cette mutation-là a conféré en fait une résistance partielle à la malaria, et donc elle a été sélectionnée, en fait, elle a fait l'objet d'une sélection, et en fait, dans quasiment toutes les populations ouest-africaines, on a un variant où ce gène-là ne s'exprime plus dans les globules rouges. Bon, ça n'a pas empêché la malaria de continuer son œuvre, parce que le plasmodium est bien connu pour avoir une énorme flexibilité à tous les mécanismes qu'on met en place pour lui résister. Donc, pour conclure, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que au-delà de l'observation des patterns, je vous ai montré un grand nombre de patterns en fait, dans cet exposé qui résultent de l'action de réseaux génétiques, mais si on creuse un peu ces réseaux et qu'on les décortique, pour la formation de chacun de ces patterns, les mécanismes de base, les processus qui sont impliqués reposent d'une part sur l'existence de boucles de rétroaction et aussi sur le recyclage des gènes, leur réutilisation pour assumer d'autres fonctions, et notamment les gènes XQ, dont je vous ai montré la fonction pour la spécification des organes sensoriels, interviennent aussi chez la drosophile pour la formation des tubes de Malpighi, et le gène SCUT est responsable de la détermination du sexe. Et donc ça veut dire qu'avec les mêmes acteurs, on peut les recycler dans différents modules pour assurer la multitude des fonctions qui dépassent de loin le nombre des gènes. Je vous remercie pour votre attention.